coaching pour les certifications et les métiers du numérique. Donc, nous accompagnons les professionnels particuliers et étudiants dans les parcours certifiants, dans les certifications comme Cisco, que propose Cisco, Microsoft, le management des systèmes d'information, la gestion. Il y a également des parcours de formation qualifiante que nous proposons. Ce sont des ateliers thématiques et pratiques de courte durée. Donc, récemment, nous avons lancé des certifications en marketing digital et également concernant les applications informatiques qui se nomment ICDL. Donc, je vais passer la parole à M. Song. Est-ce que le partage c'est bon vers la Oui, page bon. Facebook? Vers la page Facebook, c'est bon? Non, pas encore. Je suis en train de... Mais vous pouvez démarrer. D'accord, ça marche. Donc, les gars, est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon? Vous voyez tous mon écran? Oui, nous voyons l'écran. C'est bon. Voilà, excellent. Donc, on va juste se mettre d'accord sur une petite règle parce qu'on parle de réseau. Vous tous, quand on parle de réseau, vous connaissez les protocoles, donc on va au moins avoir un protocole, d'accord? L'idée du protocole, d'accord, c'est vraiment quand on ne prend pas la parole, qu'on mette en mode muet notre micro pour une meilleure clarté. Maintenant, il y aura, je vais ouvrir des fenêtres pour les questions, pour ceux qui aimeraient poser des questions. Sinon aussi, on peut utiliser le chat directement pour poser des questions. Donc, Audrey va surveiller le chat. Et donc, s'il y a une question urgente, par exemple, elle pourra m'interrompre, me demander de répondre à la question. Donc, je pense qu'avec ce protocole-là, on pourra avoir une meilleure fluidité et, n'est-ce pas, une meilleure clarté des choses. Si vous êtes d'accord, on peut démarrer. Donc, sans plus tarder, cette web class est offerte par Certification Coaching Center, 3C. Et comme l'a indiqué tout à l'heure Audrey, nous sommes un centre de formation et de coaching pour les certifications et les métiers du numérique. Donc, Audrey, vous allez m'aider surtout à désactiver tous les micros qui ne sont pas en mode muet. Alors, donc, je disais qu'on était dans l'accompagnement des organisations, n'est-ce pas, dans l'acquisition des certifications internationales en informatique et dans le développement de compétences et aussi la reconversion professionnelle. Donc, les 3C web classes vont être une série de web classes, soit ça sera d'une façon hebdomadaire ou au moins tous les 15 jours, on viendra avec un sujet, une thématique qui va toucher les IT d'une manière générale. Ce n'est pas forcément un sujet qui tourne autour du réseau, ça peut aller au-delà, donc, mais ça ne va pas sortir du numérique. Donc, généralement, on accompagne les organisations avec une offre spéciale qu'on appelle Prime. Donc, le bridge, plutôt, c'est tout ce qu'on fait en termes de programmes pour les particuliers et étudiants. Le Skill Up, c'est plutôt des ateliers courte durée. Vous aurez après le temps d'aller voir sur les sites web de quoi il s'agit. Donc, on va aujourd'hui attaquer notre sujet. Moi qui vous parle, je suis Mamadou Barassan. Je suis formateur accrédité Cisco depuis 2009. Donc, j'ai commencé ma carrière en Égypte, où j'ai intégré une académie en 2009 comme formateur accrédité. Après 2 ans, j'ai intégré Global Knowledge, qui est l'une des plus grandes institutions de formation certifiante en informatique. Après 1 an de formateur full-time, je suis rentré au Sénégal et j'ai continué à collaborer avec eux. Donc, j'ai eu à exécuter pas mal de séminaires de formation à l'endroit des entreprises et institutions, donc à l'image Orange, Tigo, Expresso, donc dans la sous-région aussi, j'ai eu à animer pas mal de sessions. Et c'est en 2017 plutôt, qu'on a eu l'idée de mettre en place Certification Coaching Center, qui est un centre, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialisé dans l'accompagnement des organisations individuelles pour l'acquisition des compétences et des certifications dans le domaine du numérique. Donc, le sujet d'aujourd'hui va tourner autour de l'adressage IP.
Alors, avant qu'on ne commence sur l'adressage IP, donc voici déjà l'agenda. Donc, on parlera juste en intro de ce qu'on appelle les fonctions d'identification dans un réseau et on va savoir pourquoi. Et ensuite, on va aborder rapidement le IP, qui est Internet Protocol, la version 4, et ensuite, on va essayer d'aborder la version 6. Ça peut aller vite parce que c'est beaucoup de thèmes quand même qui sont riches et importants. Par contre, on peut aussi prendre notre temps, surtout pour mieux expliquer, mieux clarifier les choses. Maintenant, si ça tire en longueur, on pourra peut-être prévoir une deuxième partie. Je pense que peut-être donner plus d'éléments au moins aux gens pour qu'ils soient édifiés sur toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités liées à l'adressage IP. Donc ça va être notre agenda. Alors, ma première question serait aujourd'hui, à quoi ça sert d'identifier les éléments dans un réseau et quoi identifier en réalité? C'est-à-dire, si aujourd'hui, je vais prendre un stylet ici, si on se met dans une logique de communication réseau, par exemple, admettons, il y a un PC quelque part, d'accord, connecté à un réseau local. Derrière ce réseau local, on a un routeur forcément qui nous sort vers les réseaux distants. Et sur ces réseaux distants, on a d'autres éléments connectés. Aujourd'hui, si une communication est établie entre, par exemple, admettons... On ne vous entend pas très bien, il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Là, il y a du mieux. Je vais peut-être... C'est bon? Il y a du mieux, Audrey? Allô? Allô? Oui, on ne vous entend pas, on ne vous entendait pas très bien à cause du réseau. Mais là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? La connexion est rétablie? Est-ce que le problème de réseau s'est passé, Audrey? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que je peux continuer? Ah, d'accord. Vous m'entendez très bien. Aussi, donc ça doit être Audrey alors. qui vous pouvez continuer. Alors, donc, je disais tout à l'heure. Oui, c'est bon. En train de faire des notes sur mon PowerPoint. OK. Alors, je disais, les gars, que admettons aujourd'hui, on était dans ce cas de figure-là où on a ce PC qui veut communiquer, admettons, avec ce serveur. D'accord? Quelles sont les choses qui sont importantes d'identifier cette communication? D'accord? Il est important, par exemple, dans ce process d'envoi et de réception, donc l'envoi se fait à travers ce PC, on reçoit la communication à travers ce serveur. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on doit identifier ici. On doit identifier le PC en tant qu'équipement émetteur et aussi le serveur en tant que récepteur. D'accord? Ça, c'est un premier niveau d'identification. Un deuxième niveau d'identification, ça va être le réseau auquel ce PC-là appartient. D'accord? Un troisième niveau d'identification, ça va être l'application qui est dans le PC qu'on utilise pour communiquer avec l'autre bout. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je peux avoir un PC. Ce même PC peut ouvrir plusieurs communications avec le serveur distant. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je peux ouvrir, par exemple, une connexion web. Quand j'utilise une connexion web, j'utilise mon navigateur. D'accord? Et de l'autre côté, je communique avec qui? Avec, par exemple, le serveur web. Pendant ce temps, une deuxième connexion peut être ouverte du même PC, mais cette fois-ci, c'est du emailing. Avec, par exemple, Outlook comme application. Et de l'autre bout, je communique avec un serveur Exchange, un serveur mail. D'accord? Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, si on doit identifier ces flux-là, la première chose à faire, c'est d'identifier d'abord l'application qui envoie l'information. Donc, de l'application source à l'application de destination. Du navigateur
vers le serveur web. De Outlook à Exchange Server. Ça, c'est le premier niveau d'identification. Le deuxième niveau d'identification, ça va être de ce PC-là, comme on l'a dit tout à l'heure, vers ce serveur. Et le troisième niveau d'identification va être le réseau auquel ce PC appartient. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise en réalité pour identifier les applications source et destination? C'est ce qu'on appelle les numéros de port. Aujourd'hui, je peux avoir un PC, j'ouvre mon navigateur, je peux ouvrir par exemple sur le navigateur une vingtaine d'onglets. Chaque onglet communique avec un serveur distant. Donc, comment le flux d'informations sera identifié? Ce sera avec les numéros de port. Maintenant, pour identifier le réseau auquel le PC appartient et aussi identifier le PC en tant que tel, on utilise l'adresse IP. On l'appelle aussi communément l'adressage logique. Par contre, il y a un niveau d'identification qui va avoir lieu dans le réseau local du PC. Cela veut dire que ce PC-là, certainement, il est connecté à un switch sur lequel on a plusieurs PC. Donc, pour qu'il y ait une communication locale, on aura besoin d'une identification physique à travers une troisième identification qu'on appelle l'adresse MAC. Donc, aujourd'hui, si la question est à savoir, il y a combien de fonctions d'identification qu'on retrouve dans un réseau, dans une communication réseau, on en a 3. On a quelque chose qui identifie les applications qui communiquent, quelque chose qui identifie les réseaux et autres qui communiquent, quelque chose qui identifie les nœuds, les différents périphériques qui communiquent. Et ça, c'est les adresses, c'est les numéros de port, c'est les adresses IP, c'est les MAC. C'est bon? Donc, si on fait une petite comparaison de ces 3, je dirais, outils d'identification, donc comme on le voit et comme on le sait, c'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'adresse MAC, c'est une adresse à 48 bits qu'on représente en hexadécimal. Sa fonctionnalité principale, c'est d'amener le paquet d'un saut au suivant. Cela veut dire que de chez moi à mon routeur, de ce routeur-là au routeur suivant, de ce suivant-là au suivant, cela se fait à travers l'adresse MAC. C'est pourquoi on dit l'adresse MAC sert à la livraison saut à saut. D'accord? Et ça, c'est un exemple d'une adresse MAC. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la représentation se fait en hexadécimal. Ensuite vient l'adresse IP. Comme on le sait, on en a 2 versions. Une version version 4 de 32 bits qu'on représente en décimal et une version de 128 bits qui est l'adressage V6 qu'on représente en hexadécimal. La différence entre l'adresse IP et l'adresse MAC, c'est que l'adresse IP fait ce qu'on appelle du host-to-host. Et on va voir tout à l'heure la différence. Quand on parle d'hôte, généralement dans le réseau, on parle d'un équipement qui a une adresse IP. Pourquoi c'est important? Quelle est la différence entre l'adresse IP de la machine et l'adresse MAC de la machine? La différence est que l'adresse MAC représente la machine ou identifie la machine d'une façon précise. Alors que l'adresse IP représente et la machine et le réseau auquel cette machine-là appartient. Donc, c'est un adressage 2 en 1. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on parle de host-to-host delivery. Donc, le paquet qui quitte mon PC vers le serveur qui est à l'autre bout du monde, cette livraison-là est assurée par l'adresse IP et pas par l'adresse MAC. L'adresse MAC gère quelle livraison? Ça gère la livraison du paquet de chez moi à mon gateway, de mon gateway à l'équipement suivant, au routeur suivant, n'est-ce pas, jusqu'à arriver au bout du monde, à l'autre bout du monde. Par rapport au numéro de port, ici, c'est une coquille. Pour le numéro de port, c'est un chiffre en décimal, généralement de 16 bits. Hein, on peut corriger ici. Donc, c'est un chiffre de 16 bits qu'on représente en décimal. Et comme ces 16 bits, 2 puissance 16 nous donne 65 535. Donc, de 0 à 636 plutôt. Donc, de 0 à 65 535, ça, c'est les numéros de port. Donc, les applications sont identifiées à travers ces numéros-là. Par exemple, si on prend HTTP comme protocole, on l'identifie avec le numéro 80. Si on prend par exemple DNS comme protocole, on l'identifie avec le numéro 53. Si on prend FTP comme protocole de téléchargement, on l'identifie avec le numéro 21. D'accord?
Et ça, c'est ce qu'on appelle les ports connus, les well-known ports, qui sont les ports de 0 à 1023. Maintenant, on va s'intéresser à ce monsieur-là, l'adressage IP. Voilà, ça nous donne quand même une idée assez claire de ce qu'on voulait dire tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, imaginons ce PC0-là, il veut communiquer avec ce serveur. Donc, pour que la livraison du paquet se fasse entre le PC et le serveur, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin d'une adresse IP. Donc, le IP gère la livraison entre le PC0 et le serveur. Par contre, la livraison entre ce PC0 et son gateway est gérée par quoi? Gérée par l'adresse MAC. D'accord? Ensuite, du routeur au routeur suivant, c'est géré par l'adresse. Je dirais pas l'adresse MAC, mais je dirais par une adresse de niveau 2, parce que ça peut ne pas être l'adresse MAC tout le temps. Donc, si c'était par exemple le frame relay, ça pouvait être ce qu'on appelle le DLC. D'accord? Ou même il y a des connexions point à point qui n'ont pas besoin réellement d'adresse de niveau 2. Et ensuite, maintenant, de ce routeur à la destination, si on communiquait par exemple, le serveur, c'est aussi géré par l'adresse MAC. C'est bon? Par contre, la livraison du PC à ce serveur-là est gérée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'adresse IP. Maintenant, où est-ce qu'on utilise le numéro de port? Le numéro de port est utilisé entre l'application qui prend des parts du PC vers l'application qui est au niveau du serveur. C'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour les fonctions d'identification? Si vous avez une question, n'hésitez pas de poser la question dans la conversation et Edouard pourra m'interrompre, n'est-ce pas, pour plus de clarification. Donc ça, c'était important quand même pour qu'on soit déjà édifié sur quand est-ce qu'on utilise une adresse IP. Donc, on utilise une adresse IP pour assurer l'acheminement du paquet d'un hôte à l'autre distant en traversant peut-être plusieurs réseaux. D'accord? Donc, l'adresse IP nous servira en réalité de moyen de pouvoir router les paquets à travers les réseaux qu'on traverse. Alors, maintenant, quelle est l'architecture d'une adresse IP? On le sait, l'architecture d'une adresse IP, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si on prend la version 4, c'est une façon d'identifier deux en un. Quand on parle d'identification two in one, cela veut dire que dans l'adresse IP, par exemple, si on prend l'exemple du 173 16 153 250, en réalité, cette adresse-là est composée en deux parties. La première identifie le réseau et la deuxième identifie le hôte. Ce qu'on n'a pas dans une adresse MAC. C'est bon? C'est la raison pour laquelle on dit que l'adresse MAC est un adressage plat. OK? Donc, ça identifie un seul équipement. Alors que l'adresse IP, c'est un adressage hiérarchique. C'est comme aujourd'hui, nos noms et prénoms. Je dis par exemple, Fallou Ndiaye, par exemple, et Aïda Ndiaye. OK? Ça, c'est le nom de la personne Aïda Ndiaye. Par contre, ce nom-là est composé en deux. Il y a un prénom et un nom. Le nom, c'est pour identifier la famille, donc le réseau. Et Aïda, c'est pour identifier la personne, c'est le host ID. C'est exactement le même raisonnement. Alors que l'adresse MAC, c'est comme si je viens, par exemple, dans une salle et j'ai qui est Mamadou. Donc, quand je dis Mamadou, c'est un adressage plat. Cela veut dire que ça identifie une personne sans pour autant nous donner une idée de la famille à laquelle cette personne-là appartient. C'est clair? Alors, maintenant, comment cette adresse-là, elle est représentée? La représentation d'une adresse IP et dans le système binaire, en réalité, c'est comme ça que le PC le voit. Mais nous le représentons en ce qu'on appelle le format dotted décimal. Quand on parle de dotted décimal, on sait que c'est 32 bits. D'accord? Si on divise 32 bits par 4 portions, ça nous donnera pour chaque portion 8 bits. C'est bon? Maintenant, si on a 8 bits représentés, la valeur minimale de chaque bit, c'est 0 parce que c'est le système binaire. Et la valeur maximale du bit, ça me donne 1. Donc, maintenant, j'espère qu'on a tous une idée de comment la conversion binaire décimale se fait. Aujourd'hui, par exemple, si je vous mets ça, vous allez me dire 333.
Qu'est-ce qui explique que ce 3-là a le poids de 3, celui-là a le poids de 30, celui-là a le poids de 300? C'est en réalité la position, parce qu'ici, on est dans le système décimal. Donc, comme on est dans le système décimal, la base de ce système, c'est le chiffre 10. Parce qu'on a la possibilité de mettre des chiffres de 0 à 9, ce qui nous donne 10. Maintenant, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2. Tout chiffre à la puissance 0 nous donne 1. 10 puissance 1 nous donne 10. 10 puissance 2, 10 fois 10, ça nous donne 100. Donc, tout ce qui se trouve sur cette colonne-là sera multiplié par le poids de cette colonne. Donc, c'est ça qui a fait 3 fois 100. C'est ça qui nous a donné 300 ici. D'accord? On multiplie 3 par ce 10, ça nous donne 30. On multiplie 3 par 1, ça nous donne 3. Ça, c'est le système décimal. Par contre, pour le système binaire, on n'a que 2 chiffres possibles, 0 et 1. Donc, la base de ce système ne sera pas 10, mais plutôt 2. C'est bon? Et donc, quand on regarde les multiples de 2, c'est ça que ça nous donne. Et donc, c'est important de se souvenir surtout de ce tableau-là. Si on veut vraiment aller vite, surtout dans les sujets qui vont venir, tout ce qui tourne autour du subnetting, autour du VLSM, il faut vraiment être à l'aise et comprendre réellement comment cette conversion se fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chiffre 2 puissance 0 jusqu'à 7, on n'a que 8 bits. Donc, ça va être les multiples de 2. Donc, si je fais tac, 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 8 fois, ça me donne 128 en réalité, plus 64, plus 32, 16, 8, plus 4, plus 2, plus 1. C'est ça qui nous donne les 255. Et si tout est à 0, on sera à 0. Donc, la toute première chose, la toute première conclusion, c'est que l'adresse IP doit avoir une valeur incluse entre 0 et 255. Donc, la valeur minimale, c'est 0 et la valeur maximale est 255. Maintenant, tout à l'heure, on a dit que l'adresse sert à une identification 2 à 1. Donc, la grande question ici, c'est de savoir comment je vais reconnaître la partie réseau de la partie haute. Donc, je donnerai 1 minute et je regarderai la conversation. Dites-moi, par exemple, sur cette adresse IP-là que vous voyez devant vous, 173, 16, 153, 250. Qu'est-ce qu'on considère la partie réseau et qu'est-ce qu'on considère la partie haute? À vous la parole. Je vais regarder la conversation. Qu'est-ce qu'on considère la partie réseau et qu'est-ce qu'on considère la partie haute? Je veux 2 ou 3 personnes qui donnent leur avis. Allez-y, je vous écoute. Je n'ai pas encore demandé de classe, les gars. J'ai juste demandé, et j'ai été clair, où est la partie réseau et où est la partie haute par rapport à l'adresse 173 16 153 250. Donc, je vois Modou qui me dit que 173 16, c'est la partie réseau. D'accord? Je veux un troisième, Amadou aussi qui confirme la même chose. Je veux un troisième avis. Il y a Amadou qui me dit qu'il faut voir le masque. OK, il y a quelqu'un, Barker, qui pense que 172, c'est 153. C'est la partie réseau. Alors, les gars, tout dépend de comment on fonctionne en fait. D'accord? Au tout début, donc je vais revenir sur ce slide. Hein. Au tout début, les gars, avant même ce qu'on appelle le classful ou classless addressing, au tout début, les PC considérés, je pense que mon écran, j'ai perdu le partage, donc c'est bon? Alors, au tout début, les gars, les équipements considéraient juste le tout premier octet comme étant donnez-moi, voilà. Au tout début, c'était juste le tout premier octet que les équipements considéraient l'identifiant du réseau. Et tout le reste était l'identifiant de l'hôte. C'est bon?
Et donc, comme on considérait qu'un seul octet comme étant l'identifiant du réseau, le maximum de réseaux qu'on pouvait avoir dans le monde était combien? N'oubliez pas, on a 8 bits. Donc, 2 puissance 8 nous donne combien? 256. Donc, tout ce qu'on pouvait avoir comme nombre de réseaux dans le monde, c'était 256 réseaux. Et ça saute à l'œil que ça suffit pas du tout. Mais c'était à un moment où l'Internet était vraiment un réseau presque de quelques organisations aux États-Unis. D'accord? C'est par la suite qu'ils sont passés à ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais revenir sur ce slide, ils sont passés à ce qu'on appelle le classful addressing. Donc on se dit, hey, les gars, 256 réseaux, ça ne va pas vraiment faire l'affaire. Il va falloir qu'on départage les besoins. Il y a quand même des organisations, parce que ce qui se fait, quand on considère le premier octet comme étant le réseau, cela veut dire que les 24 derniers bits seront considérés comme la partie haute. Donc, quelle est la taille de ce réseau? Pour le savoir, il faut juste dire 2 puissance le nombre de bits de la partie haute. Donc, 2 puissance 24 sur votre calculatrice vous donne 16 millions et quelques. C'est bon? Donc, on pouvait avoir que 256 réseaux où chaque réseau aura 16 millions d'hôtes. Donc, après, on est passé, n'est-ce pas, à l'adressage avec classe. Donc, on divise les adresses IP en 5 classes pour un peu voir ceux qui ont un besoin énorme en adresse IP, ceux qui ont un besoin moins et ceux qui ont un besoin limité en adresse IP. Donc, on est passé à 3 classes d'adresse IP, classe A, B et C. D'accord? Ce qu'il faut comprendre sur les classes, c'est que les classes aident les machines à pouvoir déterminer les parties réseau, n'est-ce pas, des parties hautes. Par exemple, la classe A considère, comme le cheminement qu'on a vu tout à l'heure, le premier octet comme étant le network et le reste comme étant l'autre. Classe B dit les 2 premiers octets, je les considère la partie réseau. Et classe C dit non, moi je considère les 3 premiers octets comme étant la partie réseau. Et la classe D considère tout comme étant l'identifiant du réseau. D'accord? Classe E, c'est une classe expérimentale. Donc, ceux qui ont répondu tout à l'heure à ma question disant que 173.16, en réalité, c'était la partie réseau, ils ont raison quand on se fie à quelle méthode? À la méthode classful. Mais si on utilise la méthode archaïque, en réalité, l'identifiant du réseau était 173. D'accord? Maintenant, la question va être comment la machine, n'est-ce pas, qui émet, va savoir à travers l'adresse IP qu'on lui donne, comment elle va déterminer la classe. Cela se fait avec la valeur du premier octet. Donc, si on décompose le premier octet en binaire, on fixe le premier bit à 0. Donc, si le premier bit est fixé à 0, on est en classe A. Si les 2 premiers bits sont fixés 1, 0, on est en classe B. Si l'adresse IP, par exemple, convertie en binaire à son premier octet qui commence par 1, 1, 0, on est en classe C. Ensuite, classe D. Et ça nous reste classe E. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Si on veut savoir le nombre de réseaux maximal qu'on peut avoir dans une classe A, qui va me dire? On peut avoir combien de réseaux de classe A? Sachant que le premier bit est fixé à 0. Combien de réseaux peut-on avoir dans la classe A? Donc, donnez la réponse sur la conversation. Combien de réseaux on peut avoir dans la classe A? Et aussi, combien de réseaux dans la classe B? Et combien de réseaux est possible dans la classe C? Allez-y. Donc, je vous donne 2 secondes pour répondre. On peut avoir combien de réseaux en classe A? On peut avoir 256 réseaux. J'en doute, hein? Qui a un autre avis? 128 réseaux en classe A. OK? Excellent, 128. Pourquoi 128? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la partie réseau, c'est le tout premier octet. Donc, si on déjà fixe le premier bit à 0, cela veut dire que ce qui nous reste, c'est les X là. Donc, 2 puissance X.
Donc, ça nous donne 2 puissance 7, ce qui nous donne en réalité 128 réseaux, comme vous l'avez bien vu. Classe B, on peut avoir combien de réseaux dans une classe B? Donc, comme on a fixé les deux premiers bits à 1, 0, donc ça nous reste combien de bits ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait 6 plus le deuxième octet, 6 plus 8, ça nous donne 14. Donc, 2 puissance 14 nous donne le nombre de réseaux possibles dans une classe B. Donc, ça va être, les gars, pas 64, mais plutôt 2 puissance 14. Donc, ça nous donne quelque chose comme 16 millions. Donc, on peut même aller voir la calculatrice. C'est bon? Donc, si on veut savoir ce qu'on peut avoir dans classe B, donc 2 puissance 14, ça nous donne le nombre de réseaux possibles dans une classe B. Par rapport à classe C, on sait que les 3 premiers octets sont considérés la partie réseau, mais n'oublions pas qu'on a fixé combien de bits? 3 bits. Donc 1, 1, 0. Donc ça nous reste 5 bits plus 16, 5 plus 16, ça nous donne 21. Donc le nombre de réseaux en classe C, ça nous donne 2 puissance 21, ce qui nous donne combien? 2 millions. Donc si on fait le cumul, 2 millions plus 16 millions 384 plus 128, ça c'est le nombre de réseaux qu'on peut avoir sur Internet. Est-ce que vous imaginez que 2 millions de réseaux dans le monde alors qu'on est 7 milliards de personnes? Ce qui est sûr et certain, avec le classful addressing, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il fallait trouver un moyen de encore décomposer ces réseaux-là, les rendre beaucoup plus petits par rapport aux besoins. Et c'est là où on est venu avec ce qu'on appelle le CIDR. C'est bon? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait dit il faut qu'on regarde le masque pour déterminer la partie réseau de la partie haute. Ça aussi, c'est vrai, mais avec la méthode CIDR. CIDR, c'est l'acronyme de quoi? Classless Interdomain Routing. Cela veut dire que ce n'est plus la classe qui détermine la partie réseau de la partie haute, mais plutôt une valeur de 32 bits qu'on appelle le subnet mask. D'accord? Maintenant, comment ça résonne le subnet mask? L'idée, c'est qu'on peut avoir, par exemple, comme on le voit ici au tableau, une adresse IP de classe A. Mais qu'est-ce qu'on vient faire? On peut venir sur la partie haute, grignoter un peu. On dit, OK, on va prendre cette partie-là, on l'ajoute aussi à la partie réseau. Cette opération va faire quoi, les gars? Souvenons-nous, on avait combien de réseaux de classe A? On n'avait que 128. Maintenant, le simple fait de venir sur la partie haute, emprunter des bits et les ajouter à la partie réseau, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter le nombre de réseaux au détriment du nombre d'hôtes par réseau. Donc, on se dit, mais attends, quelle est l'organisation qui a besoin de 16 millions d'adresses IP, par exemple, sur Internet? Donc, au lieu de donner cette adresse IP-là, ces 128 réseaux-là, à des organisations qui auront chacune 16 millions, c'est pas 16 bits, 24 bits, c'est 16 millions d'adresses IP, mais qu'est-ce qu'on fait? On va venir prendre des 24 bits, on emprunte 8 bits qu'on ajoute à la partie réseau. Ça nous donne combien? Ça nous donne 7 plus 8, ce qui nous donne combien? 15. Donc 2 puissance 15 nous donne presque quelque chose comme 32 000. Voyons. Donc c'est ça un peu la logique du subnet masking. On peut encore clignoter, prendre une classe A et on emprunte encore 8 bits. Donc si on ajoute encore 8 bits à la partie réseau, au lieu d'avoir un seul réseau de 16 millions d'adresses IP, on va avoir 2 millions de réseaux avec chacune 256 adresses IP. Donc, c'est avec le CIDR aujourd'hui que l'Internet est devenu possible. Sans le CIDR, les adresses IP allaient être épuisées depuis fort longtemps. C'est bon? Maintenant, on va essayer d'apprendre comment ce subnet masking sera fait. Maintenant, c'est important aussi qu'on le précise.
ce subnet mask, comment on l'exprime? Par exemple, on prend l'adresse IP 172.16.13.13. D'accord? Et je dis 255.255.0.0. Alors, dites-moi, quelle est la partie réseau de cette adresse IP? Vous pouvez donner la réponse aussi dans le chat. Quelle est la partie réseau de cette adresse IP? Donnez-moi la réponse. Hmm? « 172.16, excellent. OK. Alors, si je fais ça, à la place de ce 255, je vais un peu changer le masque. Je vais utiliser une autre valeur pour le subnet mask. Cette fois-ci, le masque, c'est 255.0.0.0. Alors, dites-moi, quelle est la partie réseau cette fois? Si on décompose 255 en binaire, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cela veut dire qu'on n'a que ce seul octet qui va être considéré comme étant la partie réseau. Par contre, si le masque était 255 3 fois, ça va être les 3 premiers octets qui seront considérés comme étant la partie réseau. Donc, aujourd'hui, on est dans l'ère du classless, dans l'ère du sans classe. Cela veut dire que ce n'est plus la classe qui détermine la partie réseau de la partie haute, mais plutôt la valeur du subnet mask. On va prendre un exemple pour voir l'effet du subnet masking. Maintenant, loin vraiment des calculs, des formules, des équations, moi je pense que ce qui est mieux, c'est de comprendre la logique du subnet masking. Si on comprend la logique du subnet masking, ça va être plus simple de le faire et on peut même parvenir à le faire d'une façon mentale sans pour autant faire recours au calcul. Ce qu'il faut juste avoir en tête pour faire un bon subnet masking, c'est ces multiples de 2 en tête. D'accord? C'est ce multiple de 2. Alors, admettons, on a le réseau 192.168.10.0/24 et on nous demande de décomposer ce réseau-là en 4 subnets. Déjà, la logique qu'on doit avoir en tête, c'est quoi? C'est que ce réseau a combien de bits qui représentent le réseau? 24. Donc, les 24 là, c'est comme si je disais 255. 255, 255, 0. Ça, c'est le masque en décimal. Chaque 255 décomposé en binaire nous donne combien? 1 8 fois. Donc, 8 fois 4, c'est ça qui donne le slash 24. Donc, ça, c'est l'expression du subnet mask. Donc, on peut l'exprimer soit avec le slash ou avec le décimal ici. D'accord? Donc, la première étape dans un subnet masking, les gars, la première chose, c'est étape 1, de convertir le masque en binaire. C'est bon? Donc, on représente, je ne dirais pas convertir, mais représenter, parce que déjà slash 24, ça saute à l'œil, que c'est 24, 1. Donc, je commence par dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Et ensuite, le reste, c'est des zéros. D'accord? Donc, je reprends. Donc, je commence par représenter le masque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, n'oubliez pas, je veux avoir combien de subnets? 4. D'accord? Donc, toute la logique derrière le subnet masking, c'est de comprendre la partie réseau de la partie haute. Ça représente la partie haute, la partie H. D'accord? Et ça représente la partie N, network. Donc, cela veut dire que les 3 premiers octets ici, qui sont les 192.168.10, représentent le réseau. Et ce qui est dans l'octet 0, le dernier octet représente l'autre. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est ici, augmenter le nombre de réseaux au détriment du nombre de dots. Donc, ça veut dire quoi? On va venir grignoter ici des bits. Si on emprunte un bit, sachant qu'un bit a 2 possibles valeurs, un bit peut être 0 ou 1, cela veut dire qu'en empruntant un bit de la partie haute, je vais me faire 2 subnets, 2 sous-réseaux.
Si j'emprunte 2 bits de puissance 2, j'aurai 4 subnets. Si j'emprunte 3 bits, j'aurai 8 subnets. Si j'emprunte 4 bits, j'aurai 16 subnets. 32, j'aurai 5, n'est-ce pas? Si j'emprunte 6 bits, j'aurai 64. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on veut 4 bits. Donc, toute la question, les gars, du subnet masking, c'est de répondre à cette question. 2 puissance combien doit être supérieur ou égal au nombre de subnets que je veux faire? Donc, 2 puissance combien supérieur ou égal à 4? Je vais emprunter combien de bits pour être supérieur ou égal à 4? D'accord? Inférieur plutôt ou égal à 4. Donc, si je prends 2 bits, un seul bit, est-ce que ça va me suffire? Plutôt, on est ici. Si je prends un seul bit, ça me donne 2 subnets alors que j'ai besoin de 4. Donc, je vais emprunter 2 bits. Donc, en empruntant 2 bits, qu'est-ce que je fais? Je viens juste, ces zéros-là, je les convertis à 1. Est-ce que vous voyez? Le simple fait de répondre à cette question, j'emprunte 2 bits pour avoir 4 subnets, nous a sorti le nouveau masque. L'ancien masque, c'était 24. Sur les 24 bits, on a ajouté combien de bits, les gars? Ça saute à l'œil, on a ajouté 2 bits. Donc, le nouveau masque va être un /26. C'est bon? Maintenant, il reste à savoir, donc, on a emprunté donc 2 puissance 2, on a eu 4 subnets. D'accord? Maintenant, la partie haute, c'est la partie qui a les zéros. D'accord? Ça nous reste combien de zéros? Donc, pour calculer la partie haute, on se dit 2 puissance h moins 2 nous donne le nombre dot. C'est bon? En sachant que h est le nombre de bits à 0 actuellement. Donc, on en a combien? Ils étaient 8. J'en ai converti 2. Ça me reste combien? Ça me reste 6. Donc, 2 puissance 6 moins 2 va être, on regarde ici notre tableau, 2 puissance 6 nous donne 64. 64 moins 2 nous donne 62. Cela veut dire qu'au départ, on avait un seul réseau qui avait 254 machines. À l'arrivée, on s'est retrouvé avec 4 réseaux, 4 subnets, qui a chacun 62 hôtes. C'est bon? Donc, je répète, la première étape était de représenter le masque en binaire. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de déterminer combien de bits sur la partie haute on va emprunter pour les convertir à 1, pour les ajouter à la partie réseau. Ensuite, le subnet mask, le nouveau subnet mask sort. Et une fois que le nouveau subnet mask est déterminé, le reste des zéros nous représente la partie haute. C'est bon? Donc, je vais un peu faire le ménage. Donc, je dirais, étape 1, on représente le masque. Donc, 255, 255, 255. Le reste, la partie haute, c'est ça qui m'intéresse en réalité. OK? Donc, première étape, how many bits? Combien de bits doit être supérieur ou égal à 4? OK? Et donc, j'aurai besoin de 2 bits qui me donnent 4 réseaux. Donc, 2 bits. Les 2 bits ajoutés au 24 m'ont donné le nouveau masque, new subnet mask. C'est bon? Et donc, le nouveau subnet mask, c'est les 24 plus 2 égale 26. Maintenant, ça reste la taille. La taille, c'est le restant des zéros. Donc, 2 puissance 6 moins 2 égale 62. C'est bon? Maintenant, je vais aller à l'étape suivante. Aujourd'hui, j'ai déterminé le nombre de réseaux. Donc, j'ai eu 4 subnets. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est de savoir maintenant ces 4 subnets, d'où ils commencent et d'où ils terminent. C'est-à-dire les débuts et la fin de chaque subnet. Et n'oublions pas, quand on calculait le nombre d'autres, on s'est dit 2 puissance h moins 2. Donc, la question est de savoir pourquoi on diminue 2 de chaque sous-réseau. D'accord? Alors, pour savoir ça, je vais reprendre le masque modifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2. Et le reste, c'est des zéros. C'est bon? Alors, pour que je puisse déterminer le début et la fin de chaque subnet,
on va utiliser ce qu'on appelle le bit magique, les gars. Il y a plusieurs manières en réalité. Le bit magique, c'est quoi? C'est la valeur du dernier bit à 1. C'est-à-dire le subnet mask qu'on voit ici, le nouveau subnet mask. Il y a des 1 et des 0. Le dernier 1 a quoi comme poids? Sachant que le premier bit, c'est toujours 128, ensuite 64 jusqu'à 1. Ce bit-là a un poids de combien? A un poids de 64. Cela veut dire qu'on va faire des sauts de 64. C'est ça l'utilité. Donc, je rappelle, le bit magique, c'est le dernier bit à 1 du subnet mask. Donc, comme on a des sauts de 64, ça va être facile maintenant de déterminer les débuts et les fins. Donc, on va dire, le premier réseau va être toujours le réseau mère qu'on avait subnetté, donc c'est toujours 192.168.10.0. Ensuite, ce 0-là, plus 64, ça nous donne le prochain saut, donc le prochain réseau va être 0.64. Plus 64 encore, ça nous donne 128. D'accord? Plus 64 encore, ça nous donne 192. C'est bon? Donc, comme on a les 4 réseaux, 0, 64, 128, 192, et n'oublions pas, on est dans quel octet? On est dans le 4e octet. Pourquoi on a ajouté les 64 sur le 0? Parce que ici, le bit magique se trouve dans le 4e octet. Si on avait le bit magique à ce niveau, on allait ajouter sur le 3e octet. Si on avait le bit magique sur le 2e octet, on allait ajouter sur le 168. D'accord? Maintenant, dans la mesure où on a le début des réseaux déterminé, 0, 64, 128, 192, ça va être maintenant facile de sortir pour chaque réseau, n'est-ce pas, la première adresse IP utilisable et la dernière adresse utilisable. Le moins de là ici qu'on faisait, c'était pour sortir ce qu'on appelle ID réseau, qui est l'identifiant du réseau, et ce qu'on appelle ID broadcast. En réalité, la terminaison du premier réseau 0, ça va être juste le début du deuxième réseau moins 1. Cela veut dire que le premier réseau va commencer par 0 et ça va terminer par 63. C'est facile à savoir, n'est-ce pas? Le deuxième réseau va terminer par 127, parce que 127 plus 1, c'est le début du prochain. Le troisième réseau va terminer par 193 et le quatrième réseau va terminer par 255. C'est bon? Donc, quels sont les hôtes utilisables pour le premier subnet? Ça va être de 1 à 62. N'est-ce pas? Pour le deuxième réseau, ça va être de 65 à 126. D'accord? Le troisième, ça va être de 129 à 192. Et pour le dernier, de 193 à 254. C'est bon? Donc, on vient de faire le subnetting avec ce qu'on appelle la méthode CIDR. D'accord? Donc, si je représente encore une fois, donc j'aurai 192, 168.10.0, ensuite 192, 168.10.64, 10.128, ce qu'on appelle 192. C'est bon? Ça, c'est les débuts. Pour les broadcasts, les adresses de diffusion, on aura ici 63. Ici, on aura 127. Je répète, ici, on aura 191 et ici, on aura 255. Et quand on regarde, on a toujours les sauts de 64, le bit magique. Donc, 63 plus 64, ça nous donne 127. Plus 64, ça nous donne 191. Plus 64, ça nous donne 255. Donc, cela veut dire que si tu as l'identifiant du premier réseau, ajoute le bit magique, ça te donne l'identifiant du deuxième réseau. Si tu as la toute première adresse IP du premier réseau, qui est 0.1, plus 64, qui est le bit magique, ça te donne la première adresse IP du deuxième réseau. Si tu as l'adresse de diffusion du premier réseau, qui est 62, qui est je veux dire, la dernière adresse IP utilisable du premier réseau, plus 64, ça me donne aussi la dernière adresse utilisable du deuxième réseau. C'est bon? Donnez-moi juste une petite minute, les gars. Je vous reviens.
Alors, c'est bon, je suis de retour, les gars. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur le subnetting avec Oui, monsieur. CIDR? Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ok. En fait, sur le bit magique, je n'ai pas bien compris la partie là. L'importance du bit magique, hein? Non, pas l'importance. Vous avez Mais comment dit on l'utilise? le dernier 1, c'est 64, c'est ce que je n'ai pas compris. Par exemple, regarde, le masque par défaut, c'était combien? On était /24, non? Oui. Tu m'entends? On était /24. Oui, oui. Donc, si je prends, regarde, le 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est 24, non? Oui. Et le reste, c'est des zéros. Exact. On a voulu avoir deux subnets. Donc, on est venu emprunter ici des zéros et on les a convertis à 1. Oui. Donc, le nouveau subnet masque à quelle taille? 24 plus 2. Oui, /26. Voilà, maintenant, Oui. regarde, si tu prends cet octet-là, quel est le dernier chiffre à 1 de cet octet? C'est celui-là. Oui, c'est l'OD. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Quel est son poids? Oui. Ça vaut combien, ce 1-là? Justement, c'est là-bas que je n'avais pas compris. Voilà, maintenant, regarde. Quand on a un octet comme ça, on l'avait dit, le premier bit a un poids de 1. Le deuxième bit, oui. 2. Le troisième bit, 3. 4. Non, ce n'est pas 3, 4, c'est des multiples de 2. Après, Le quatrième 8. bit, il est 8. Ensuite, 16, 32, 64 et... Ah, d'accord, 100. d'accord. Est-ce que tu vois? 128. Par exemple, regardez, si on voulait avoir, disons, 10 subnets, les gars. Si on voulait subnetter à 10 sous-réseaux, on allait emprunter combien de bits? Faut qu'il soit supérieur ou égal à... Il faut que ça soit supérieur ou égal à 10. Donc, on regarde ici, le 10 se trouve dans quel chiffre? Donc, un chiffre supérieur ou égal à 10, ça va être? 16. Donc, on va emprunter combien de bits? On va... 4 bits. 4 bits, oui. 4 bits pour avoir 16. Donc, regarde, si on emprunte 4 bits maintenant, quel est le nouveau chiffre magique? Le bit magique, ça va être combien? Le poids toujours du dernier 1 du subnet mask. 16, n'est-ce pas? 16. Donc, on aura des sauts de 16. Cela veut dire que le premier réseau, ça va être 16. 0 plus tôt. Le deuxième réseau va être 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 16. C'est bon, j'ai compris maintenant. Merci. 48. Excellent. Donc, maintenant, après, on aura les broadcasts. Donc, le premier réseau aura comme broadcast 15, plus le saut qu'on avait trouvé qui est 16. Ça me donne le broadcast du deuxième, donc 31 et vice-versa. C'est bon, c'est clair maintenant? Donc, ça, c'est le sous-réseautage. Si on a le besoin d'avoir des sous-réseaux qui auront la même taille. C'est bon? Donc, avec le système CIDR, tous les réseaux ont, par exemple, ici, tous les réseaux ont quelle taille? Ont un masque de combien? De 26. Ont un nombre dots. Parce que si je te donne 26, je te dis, il y a un réseau de /26. Donne-moi le nombre dots possible dans ce réseau. Comment vous allez raisonner? Quelqu'un peut activer son micro et répondre. Si je te dis, j'ai un réseau de /26, c'est-à-dire un réseau dont le masque égale 26, calcule-moi le nombre dots possible dans ce réseau-là. Comment vous allez raisonner? Comment vous allez procéder? Allô? Oui? Voilà, c'est simple. Là. Donc, bonjour tout le monde. Donc là, Oui, comme bonjour. on a le masque qui est codé sur 26 bits, donc oui. Je peux faire 32 moins 26. Merci bien. Mais d'où viennent les 32, Serge? Voilà, par exemple, les 32 représentent le masque au complet. Excellent. Ça représente le masque au complet. Parce qu'on a une adresse IPv4 de 32 bits. Le masque aussi, c'est un masque de 32 bits. Les 32 bits, l'intégralité des bits moins le masque, ça me donne carrément le nombre de bits à 0. C'est bon? Donc, 32 moins 26, ça va être 6. Donc, 2 puissance 6 moins 2 me donne ce qu'on appelle le nombre dot. Et c'est ça qui ouvre la parenthèse vers un nouveau
subnet masking qu'on appelle le VLSM. C'est bon? Le VLSM en anglais veut dire quoi? Variable Length Subnet Mask. Un masque de taille différente. Et si les besoins ne sont pas les mêmes, imaginons je veux subnetter par exemple cette adresse IP à 50, je vais changer un peu la couleur. Je veux subnet masquer à un réseau de 50 hôtes et un réseau de 30 hôtes, un réseau de 20 hôtes et un réseau de 5 hôtes. C'est bon? Alors, le problème, c'est quoi ici? Par exemple, bon, je change ici, hein? Je dis un réseau de 100 hôtes. J'ai un réseau de 100, un réseau de 30, un réseau de 20, un réseau de 5. Le problème, si on fait le subnet masking avec la manière précédente, on se dit, OK, le gars veut juste 4 réseaux, donc je vais emprunter 2 bits, donc ça me donne un /26, j'aurai 4 réseaux. Le problème, oui, vous aurez 4 réseaux. De quelle taille? Chaque réseau aura 62 hôtes, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, tu as ici un besoin qui dépasse ces 62. Tu as un besoin de 100 adresses IP. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas de figure-là, ça va être impossible de faire le raisonnement avec le CIDR, mais on va plutôt utiliser le VLSM. Et donc, comment on va raisonner? La clé du subnet masking, selon la taille du réseau, est cette règle. 2 puissance H moins 2 doit être supérieur ou égal au nombre d'hôtes qu'on veut faire. Et ça, tu as la clé, quoi. Par exemple, je veux un réseau de 100 adresses IP. Qu'est-ce que je dis? C'est très simple. 2 puissance combien moins 2 va être supérieur ou égal à 100? Regardons le tableau à côté. 100 se trouve à quel niveau ici? Ça dépasse 64, ça n'atteint pas 128. Donc, mon gars, c'est qui? C'est 2 puissance 7. Donc, cela veut dire qu'ici, le H sera égal à combien pour que je puisse avoir 100? N'oubliez pas, hein, le H, encore une fois, c'est le nombre de bits A0 du subnet mask. Je veux 100 adresses IP. C'est bon? Je vais fixer combien de bits A0 de ma partie haute pour être sûr d'avoir un nombre supérieur ou égal à 100. Ça va être 7. C'est bon? Donc, ça va être 2 puissance 7 bits moins 2. Ça me donne 128 moins 2, ce qui me donne 126. D'accord? Maintenant, une fois que le nombre de bits A0 est déterminé, ça va être très facile de déterminer le subnet mask. C'est bon? Donc, le nombre de bits A0 est 7. Qu'est-ce que tu fais pour avoir le subnet mask? Comme tout à l'heure, CR l'a fait. On va faire 32 moins 7. 32 moins 7 nous donne combien? Ça nous donne 25. C'est bon? Donc, cela veut dire que le subnet mask qui va te garantir 100 hôtes sera un /25. C'est bon? Je voudrais que quelqu'un essaie pour le besoin des 30 hôtes. Avec quel subnet mask je vais avoir 30 hôtes? Qui va essayer? Avec le même raisonnement. Donc, tout ce que je fais, c'est 2 puissance combien doit être supérieur ou égal à 30. Allez-y. Oui, moi. Bon, bonjour. Oui, allez-y. Allez-y, oui, bonjour. Donc, pour 30 hôtes, oui. On va faire 2 à la puissance 5 moins 2. OK. Supérieur ou égal à 32. Ce qui va nous donner 5. Ce qui nous donne 5. Donc, le 5 là, n'oublie pas que ça représente quoi? Ton H. Voilà, la partie haute. La partie haute. Donc, le subnet mask sera combien? Ça va être 32 moins 5. Excellent, ce qui nous donne un /27. Merci 27. Bien, madame. OK? Qui d'autre? Pour le 20? Pour le 20, c'est bon? Qui va essayer? 2 puissance. Donc, si on regarde 20 ici, on a dépassé 16, mais on n'a pas atteint 32. Donc, on sera exactement dans la même configuration, /27. Pour le 20? Par contre, oui? Vas-y, pour le 20? Pour le 20? Oui. Et donc, pour le 20 ici, toujours pour avoir, ici, on prend 2 pour couvrir les 20 adresses IP. On prend 2 à la puissance 5. Excellent. C'est bon? Et comme on a pris 2 à la puissance 5, donc 32 moins 5 nous a donné toujours le /27. Et ensuite, pour avoir 5 adresses IP, on sera obligé d'emprunter
Je change, hein? Pour avoir 4 adresses IP, je dirais. Je dirais Oui, pour bon, avoir 4 adresses IP. Je change d'avis. Pour avoir 4 adresses IP, j'emprunte combien de bits? Ou bien je vais conserver combien de bits? 3 bits. Je vais prendre 2 ou 3, les gars. C'est 2. 2, monsieur. Pour 4 adresses IP, on prend 2 à la puissance 3. Oui. Ça me donne 4 moins 2, n'oubliez pas. Et de 4. Suffisant? Donc, si je dois prendre quelque chose, par exemple, non, ça ne va pas être suffisant. J'ai besoin de 4 adresses IP. Oui. Et si je garde 2 bits à la partie haute, 2 puissance 2, ça me donne 4. Par 4 contre, moins il faut que je fasse moins 2. Il faut que j'élimine le réseau et le broadcast. Ce qui va me donner 2 alors que mon besoin est l'adresse réseau de 4. et broadcast. OK. Est-ce que vous voyez? Donc, si je veux avoir 4 adresses IP, ce sera un slash combien, les gars? Donc, c'est 3. Donc, si je prends 3 bits dans la partie haute, le subnet mask sera combien? Slash 29. Slash 29. D'où vient les slash 29? C'est 32 moins 3. Ça fait 32 moins 3. Un slash 29. C'est bon? Et donc, 3. on est sûr, donc, pour le réseau à 100 adresses IP, on était à slash 25. Le réseau à 30, on était à slash 27. Le réseau à 20 adresses IP, on était à slash 27 toujours. Le réseau à 4 adresses IP, on était à slash 29. Maintenant, ça reste. Quel sera le début et la fin de chaque réseau? Le début du premier réseau sera toujours l'adresse IP initiale, donc on sera toujours dans le réseau 192.168.10.0. Maintenant, ma question est de savoir comment je vais calculer le début de ce réseau-là. Le deuxième réseau va commencer par combien? Allez-y. Qui va me répondre? Quel sera le début du deuxième réseau? Allez-y. Qui a la réponse? Comment je vais savoir le début du deuxième réseau? Allô, monsieur? Oui? Allô, monsieur? Oui, allez-y. On écrit pour le nombre de bits modifiés. Pour le nombre de? Bits modifiés, on l'écrit sous forme binaire. Excellent, mon gars. Je t'adore, je t'adore. Je prends les 25. Je prends les 25. Je me dis, OK, 25, déjà, c'est combien? C'est 8 fois 3 plus 1. Donc, cela veut dire que le dernier octet ici, c'est, on a 8, 8, 8 et 1. Le reste, c'est des zéros. C'est bon? Donc, si on utilise la même logique ici, le bit magique est combien? Le bit magique, elle est à? 128. 128. Donc, pas 28 plus 0. Ça me donne le début du deuxième réseau. Du deuxième réseau. Donc, ça va être 10.128. De la même manière, je veux calculer le prochain réseau. Je ne vais pas utiliser 128 une nouvelle fois, comme c'était le cas tout à l'heure, mais je vais plutôt regarder le subnet mask. Et je le représente. Slash 27, c'est 24 plus 3. Donc, je dis 24 plus 3. Donc, j'ai 3 bits comme ça à 1. Le reste, c'est des zéros. Donc, si j'ai cette valeur-là, le bit magique sera à combien? Le dernier bit à 1, quel est son poids? 32. 32, parce que le premier bit, c'est 128, ensuite 64, 32. Donc, je fais 32 plus 128, ça me donne combien? Donc, 192. 140. Plus 10 plus 140. Excellent. Ensuite, ça me donne, pour le dernier, comme j'ai le même masque, donc le bit magique sera pareil. Donc, je dirais pour le prochain, ça va être 192, 168. OK. 10 plus 32, ça me donne 172. D'accord? Donc, voilà un peu comment on fait le subnet masking avec le VLSM. Donc, pourquoi on parle de VLSM? Parce que ici, les masques n'ont pas la même longueur, n'ont pas la même taille. C'est bon? Aujourd'hui, maintenant, ma question est de savoir, quand on est un administrateur dans un réseau, c'est bon? Peut-être la question sera aux admins qui travaillent déjà dans des réseaux. Est-ce qu'on utilise le VLSM dans l'adressage IP local ou on utilise plutôt
le premier subnetting, le CIDR, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui est recommandé d'utiliser? Ce subnet masking qu'on vient de voir ou le précédent? Selon vous, qu'est-ce qui est plus logique à utiliser? Vous avez la base du besoin, du nombre d'adresses IP, ou bien sur la base du nombre de réseaux à faire? En réalité, le VLSM, les gars, on ne va pas se prendre la tête dans la mesure où aujourd'hui on utilise des adresses IP privées, parce qu'il faut le savoir. Avec le subnet masking, il y avait toujours un gaspillage en réalité d'adresses IP. Regardez, ce réseau-là, dont le besoin est 20 adresses IP. OK? On a fait un /27, ça me donne 2 puissance 5 moins 2, ça me donne 30. Donc, au lieu d'avoir 20 adresses IP, on m'a donné un réseau de 30 adresses IP. Donc, il y a au moins une dizaine d'adresses IP gaspillées. C'est bon? Donc, cela veut dire que malgré le fait vraiment de faire du subnet masking, il fallait trouver un autre moyen d'économiser encore les adresses IP. Et c'est là où on est venu avec ce qu'on appelle les adresses IP privées et les adresses IP publiques. D'accord? Donc, on se dit, OK, quand on est dans un environnement local, on utilise les adresses IP privées, donc qui peuvent être des adresses IP qui se répètent. Mais quand on va aller sur Internet, on utilise une autre plage d'adresses IP. C'est bon? Et donc, comme aujourd'hui, ces adresses IP qui commencent par 10, c'est une adresse IP privée. 272, 31, 255, 235, c'est une adresse IP privée. Tout ce qui commence par 192, 168, c'est une adresse IP privée. Donc, je suis dans une organisation à l'image, par exemple, de la Sénélec, par exemple. D'accord? La Sénélec est composée de plusieurs agences dans les régions. Dans chaque région, je peux avoir plusieurs agences. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre une adresse IP de classe A et mettre tout. Chaque région, par exemple, je dis, le deuxième octet va représenter la région. Pour tous les agents de la Sénélec, de la région de Dakar, ils ont des adresses IP qui commencent par 10. Pour tous les agents de la Sénélec de Saint-Louis, on sera à 10.5. C'est bon? Donc ici, le subnet masking que j'ai utilisé, c'est quoi? C'est la première méthode. Donc j'ai des réseaux de la même taille, des /16. Et ensuite, je viens à Dakar. Je me dis, OK, les gars qui sont à Vincent vont utiliser par exemple 10.1. Donc 10.1.1, ça va être l'agence de Dakar. L'agence de Yeumbeul, ça va être 10.1.3. Et tout le masque derrière, ça va être un /24. Donc ce planning va me permettre de faire quoi, les gars? D'avoir une certaine cohérence dans les adresses IP. Le simple fait qu'un utilisateur me donne son adresse IP, je peux en déduire l'emplacement de cette personne. Quand la personne me dit, mon adresse IP, c'est 10.5.5.64, d'une façon automatique, je saurai que cette personne-là, elle est de quelle région? Elle est de... C'est bon? Donc, en réalité, on fait le subnet masking avec un masque de la même taille, généralement en interne avec les adresses IP privées. Et quand est-ce que le VLSM sera vraiment important d'observer? C'est surtout quand on fait le subnetting des adresses IP publiques. Parce que là, c'est des adresses IP qu'on achète. Et donc, l'économie de ces adresses IP-là devient importante. Et donc, du coup, il faut vraiment subnetter sur mesure. C'est là où le VLSM est beaucoup plus utilisé. C'est bon? Et donc, pour résumer, si le subnet masking ou le subnet mask déterminait la partie réseau de la partie haute, il a aussi son, je dirais, son cousin qu'on appelle le wildcard mask. C'est bon? Les gars, ne soyez pas effrayés. Le wildcard mask, en réalité,
fonctionnalité a la même fonction que le subnet mask. Bon? Ils ont la même fonction. Le wildcard mask, toute la différence, c'est quoi? Et il faut regarder, je mettrai donc un /32, donc il va regarder tous les 30, sera 255 4 fois. Si je lui dis non, tout ce qui commence par 192, 168, 10 m'intéresse. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai été coupé, hein, tout à l'heure. Oui, on vous entend. Oui, on voit. Voilà. Donc, quelle était la dernière partie que j'ai eu à entendre? Vous m'entendez mal, hein? La connexion, elle est instable. Est-ce que... Donc, c'est bon, on est toujours dans le bon réseau. Donc là, c'est bon, vous m'entendez bien? Oui, là, c'est bon. Oui. Voilà, excellent. Donc, tout à l'heure, je disais quoi? Que le wildcard mask avait la même fonctionnalité, je dirais, Oui, c'est que bon. le subnet mask à un certain moment, à un certain niveau, je dirais. La seule différence, c'est que dans le subnet masking, le 1 représente la partie qui m'intéresse, tandis que dans le wildcard mask, c'est On voit pas l'écran. par exemple, je dis à un routeur, donc là, on va appeler. On voit pas l'écran. Oui, oui, d'accord, je partage. Là, c'est bon, c'est OK? Oui, c'est OK. OK? Voilà, je disais quoi? Par exemple, regardez les gars, j'utilise l'adresse IP 192.168.10.1 avec le masque 255.155.00. Si je dis ça à mon routeur, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que la partie qui l'intéresse, c'est vraiment les 2 premiers octets. Et quand je décompose les 255 à binaire, ça me donne ici 1 8 fois, ici 1 8 fois, le reste c'est des 0. Par contre, le wildcard mask, il fait le contraire. Il dit, moi, la partie qui m'intéresse, je la représente par des 0. C'est bon? Par contre, la partie que j'ignore, je la représente par des 1. D'accord? Et donc, si je prends ce subnet mask 255, 255, 255, 0, quel sera le masque générique? Ça va être son contraire. Donc, ça va être 0, 0, 0. Donc, ici, ça va être le contraire. Combien? 255. Donc, une façon facile de calculer le wildcard mask, c'est de prendre 255 4 fois. D'accord? Comme ça. Moins le subnet mask, ça me sort le wildcard mask. C'est bon? Maintenant, quand est-ce qu'on utilise un wildcard mask? Un wildcard mask peut être utilisé dans la configuration des access lists, dans la configuration du routage avec, par exemple, le protocole OSPF ou EIGRP. D'accord? Maintenant, ma question est celle-ci à tout le monde. Hein? Qui a la réponse peut répondre. Est-ce que le wildcard mask est toujours le contraire du subnet mask? Est-ce que le wildcard mask, les gars, est toujours le contraire du subnet mask? C'est une question. C'est un oui ou c'est un non? Est-ce que le wildcard mask est toujours non? Serge dit non. Pourquoi non? Est-ce que je peux me permettre, dans un subnet mask, de dire, par exemple, excusez-moi, est-ce que dans un subnet mask, les gars, je peux me permettre de dire 255.0.255.0. Est-ce que ça, c'est possible dans un subnet masking?
Impossible. Parce que dans un subnet mask, les 1 doivent être consécutifs. Une fois que je mets 0, tout le reste, ça va être 0. Alors que c'est possible dans un wildcard mask. C'est-à-dire, je peux dire, par exemple, 192, 168.10.1 sur du wildcard mask, 0, 255, 0, 255. Qu'est-ce que cela veut dire quand je dis ça à mon routeur? Je fasse une partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Routeur, quand tu me dis ça, attends, je fasse que ça soit beaucoup plus lisible. Hein? Je dis 192, 168.10.1. Le masque générique 0, d'accord, 255, 0, 255. C'est bon? Le routeur va consulter quel, si tu lis par exemple dans une access list 1, permit 192, 168, 10, 1, 0, 255, 255, qu'est-ce qui va se passer? Ton routeur va te dire, OK, la partie qui correspond au 0 va être consultée et la partie qui concerne à 1 va être ignorée. Donc, cela veut dire quoi? C'est comme si tu disais à ton routeur, toute adresse IP plutôt, toute adresse IP ayant le premier octet à 192, le troisième octet à 10 est autorisé dans mon réseau. C'est bon? Donc, encore une fois, le wildcard mask, on peut dire généralement c'est l'inverse du subnet mask, mais en réalité, on peut avoir des valeurs qui sont acceptables dans un wildcard mask alors que ce n'est pas le cas pour le subnet masqué. C'est bon? Donc, c'est ça qui ouvre la dernière parenthèse. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Monsieur, moi, je suis là, mais je n'ai pas bien compris le wildcard Oui, mask. toujours là. Tu n'as pas bien compris le wildcard mask? Non. Par exemple, regarde, Tchernon, c'est bien ça ton nom? Oui, oui. Imagine, Tchernon, je viens dans ton réseau, je te dis, Tchernon, tu as combien de réseaux ici? Tu me dis, j'en ai 3. J'ai un réseau, par exemple, qui commence par 192, 168.10.0. J'ai un deuxième qui commence par 11.0, un troisième qui commence par 12.0. Les 10.0, mais tu empêches les 11 et 12 de passer. Comment tu vas exprimer ta liste d'accès? Bon. Monsieur, je vous reçois mal. Hein, tu veux dire à ton routeur, toute adresse IP commençant par 192, 168, 10 sera OK. OK, attends. Là, c'est bien? Il y a du mien comme ça? Oui, oui. Allô? Non, oui, là, je vous entends. Là, je vous reçois. Voilà, c'était de comprendre un peu la logique du wildcard mask. Si je veux, par exemple, dire à mon routeur, tout ce qui commence par 192, 168, 10, 0 sera autorisé. Si c'était un subnet mask, Tchernon, tu allais utiliser quel subnet mask? Si je te dis 192, 168, 10.0, quel subnet mask tu vas utiliser? 1/24 ou... /24, excellent. Ce /24-là, représente-le en binaire, ça te donne quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le reste, c'est? Des zéros. C'est des zéros. Tu es d'accord avec moi? Oui. Le wildcard mask, c'est juste l'inversion de ce que tu as. Les 1 deviennent des 0 et les 0 deviennent des 1. Ah, d'accord. Tu comprends? Oui. Donc, ça devient combien? Le wildcard mask. 0? Donc, ça va être 0, 0. 0, 0, 255. Est-ce que tu comprends? Ouais. Imaginons, par oui, exemple, tu fais l'erreur de mettre un subnet mask à la place d'un wildcard mask. Par exemple, je viens dans une access list, je lui dis permit, autorise 192, 168, 10.0
et je mets le masque 255.255.255.0. Qu'est-ce que cet access list va faire? Va ignorer. Je lui dis, permit 192, ignorer le 168, ignorer le 10 et se concentrer sur le dernier OT2. C'est comme si j'allais dire à cette access list, autorise tout ce qui termine par par 0, alors que c'est l'inverse que tu voulais faire. C'est bon? Donc, dans des cas extrêmes, ça peut ne pas être l'inverse, mais dans la majeure partie des cas, par exemple, je te donne un challenge. Les 3 bits, c'est 128 plus 64 plus 32. Donc, si je te demande de me calculer le masque générique, le wildcard masque, la simple chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est prendre 255 4 fois moins ce même masque. Ça te donne combien? Ça va te donner 0, 0, 255 moins 255, 0. 255 moins 224, ça me donne 31. Donc, 0, 0, 0, 31, ça va être le wildcard masque. Donc, on va rapidement voir la partie qu'on avait sautée, qui était cette partie-là, qui sont les adresses IP spéciales. C'est bon? Donc, l'adresse IP 127.001, on l'appelle quoi? Local loopback. Cette adresse IP représente la machine elle-même. Hein? Les développeurs le savent. Si tu développes un site web sur un PC et tu veux consulter le site sur le même PC, je peux juste mettre l'adresse IP là sur l'URL. Par contre, le 169.254.XX, toute adresse IP commençant par 169.254, on l'appelle communément APIPA. Ça, c'est l'adresse IP temporaire que les machines utilisent si elles ne parviennent pas à contacter un serveur DHCP. C'est bon? Donc, je suis une machine dans un réseau. Il y a un serveur DHCP que je n'arrive pas à joindre. Si je n'arrive pas à le joindre, je vais utiliser le 169.254 et le reste, je vais le calculer d'une façon aléatoire. Ça nous permettra, en tant que machine, de pouvoir communiquer entre nous si notre serveur est down. Par contre, on ne pourra pas sortir de notre réseau local. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP non spécifiée, unspecified. Cette adresse-là, on l'utilise quand on contacte le DHCP. On part avec l'adresse IP comme source. Cette adresse IP-là, c'est ce qu'on appelle une adresse IP de broadcast, diffusion. Celle-là aussi, c'est une adresse IP de broadcast. Alors, qui va me dire parmi vous, quelle est la différence entre ce broadcast et celui-là? Donc ici, le masque c'est /24 en réalité. C'est bon? Quelle est la différence entre ces deux broadcasts? C'est bon? Si on revient en arrière un peu, pour vous montrer rapidement. Si, par exemple, le PC0 doit faire un broadcast à l'intérieur de son réseau local, c'est 255 4 fois qu'il va utiliser. On l'appelle limited broadcast. Par contre, en étant sur PC0, si je veux broadcaster le broadcast, c'est l'adresse de diffusion, oui. De ce réseau-là. Je ne peux pas utiliser 255 4 fois parce que les 255 4 ne vont jamais traverser un routeur. Ceux qui sont à diffusion, on peut...
yaa gis commerce dafay dal baawaa démb 30 000 yi desoon yooyu la indi. Monsieur Sam, vous avez coupé votre micro là. Ah oui, je m'excuse. Je disais tout à l'heure, on vient de terminer la partie qui concerne la V4. Est-ce que vous voulez qu'on programme la suite pour le samedi prochain ou vous voulez qu'on continue? Je suis disposé aux deux hypothèses. Qu'est-ce que vous préférez? On vient de faire 1h30. Vous voulez qu'on enchaîne sur la partie V6 ou bien? On enchaîne. On enchaîne, c'est ça? Oui, monsieur, puisqu'il y a déjà le réseau qui est de temps en temps, comment dire, instable. Et bon, je ne sais pas, moi, si on peut désirer ça et reprendre le samedi prochain, si les gens sont d'accord. OK, donc je demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent enchaîner? Oui, parce que le retour n'est pas stable. Ceux qui veulent enchaîner, levez la main. On peut jusqu'au samedi prochain, ça sera mieux, j'espère. Ceux qui veulent enchaîner, levez la main. Non, levez juste la main avec votre... Levez la main, c'est simple, c'est plus simple comme ça. Levez la main. Ceux qui veulent enchaîner, lèvent la main. Je vois plus de main. Bizarrement. Hein? Ceux qui veulent enchaîner, lèvent la main. Alors, Monsieur Sam, d'après ce que j'ai remarqué, la plupart disent qu'il y a un problème de connexion. Je vois deux mains. Encore une fois, ceux qui veulent enchaîner peuvent lever la main. D'accord? D'accord. Est-ce que je ne vais pas changer? Regarde, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste donner 5 minutes pour la part. Je pense qu'il a un problème de connexion. Je commence à avoir des problèmes de connexion, donc je pense qu'on va faire, pour un peu parcourir la logique derrière les V6, comme ça vous aurez le temps de creuser tout ça. D'accord? Par rapport au CCNA, CCNP, donc ça c'est CCNA, donc il doit démarrer le 14 septembre. Il y a aussi des sessions en CCNP comme programme, et je rappelle que ça peut être suivi d'une façon distante ou en présentiel dans nos locaux au Nord-Foire. D'accord? Donc on a normalement un cours sur le NRC et aussi sur le Encore. Donc pour rapidement parler du IPv6, en 5 minutes après on aura le temps de creuser. Le IPv6 en réalité est venu à l'heure parce qu'on était à court d'adresse IPv4. Donc, il fallait trouver un autre moyen d'avoir une place d'adresse IP beaucoup plus importante. Donc, on est venu avec 128 bits à la place
128 bits au lieu de 32, ça nous donne vraiment un chiffre énorme, 2 puissance 32. La différence, c'est que ici, la représentation se fait en hexadécimal, et là, c'est un petit tableau qui nous montre un peu comment on convertit. Si on vous donne un chiffre en binaire qu'on veut convertir en décimal, on peut vraiment se baser sur ce tableau-là. Dans l'hexadécimal, chaque chiffre équivaut à 4 bits. Et les 4 bits, on les convertit selon ce tableau-là. Donc, ça nous donne 4 fois 4, 16 bits par portion. Maintenant, les 16 bits multipliés par 8, ça nous donne les 128 bits qui sont la taille d'une adresse IPv6. Et on va y trouver des chiffres allant de 0 à F, 0 à 9 à F. D'accord? Maintenant, l'important est de savoir quels sont les types d'adresses IP qu'on peut trouver dans le V6. Les V6, on a des adresses IP en unicast, des adresses IP en multicast. Maintenant, il n'y a pas de broadcast, il faut le savoir dans le V6. On a ce qu'on appelle les anycast. Pour les adresses IP unicast, on a des adresses IP qu'on appelle globales. C'est des adresses qui équivalent aux adresses IP publiques, qui peuvent aller sur Internet. On a ce qu'on appelle les adresses IP link locales. C'est des adresses IP qui ne sortent pas de leur subnet, et on a ce qu'on appelle les sites locales. Donc, les sites locales, c'est des adresses IP qui ne sortent pas de l'intranet. Donc, ça, c'est les 3 niveaux d'adresses que je peux avoir dans V6, une adresse IP unicast. On peut y ajouter les loopbacks. La loopback, par exemple, c'est une adresse dont tous les bits c'est A1, excepté le c'est A0 plutôt, excepté les derniers bits. Donc, pour la prochaine fois, je vais prendre le temps de vous montrer carrément la représentation, comment ça se fait. Et par rapport au multicast, toute adresse IP commençant par FF, c'est une adresse IP multicast dans V6. Et tout le broadcasting est aujourd'hui inclus dans la diffusion, est inclus dans le multicasting. Par exemple, FF02 2.2.1, par exemple, ça représente tous les nœuds. FF02 2.2.1, 2 plutôt, ça représente tous les routeurs. Donc, on a des adresses IP qui ressemblent à ça, qui sont des adresses IP multicast. Et ensuite, les adresses IP anycast, en réalité, c'est des adresses IP unicast, mais qu'on peut partager. Dans l'adressage V4, si une personne utilise une adresse IP et qu'une autre personne fixe la même adresse IP, ça va créer un conflit. Pour le V6, on peut, nous les deux, utiliser la même adresse IP sans pour autant que ça soit considéré un conflit. C'est ce qu'on appelle le anycasting. Ça va régler un grand problème. Cela veut dire que je peux avoir 2 serveurs qui ont le même service à donner dans le réseau, mais qui sont à des emplacements différents. Et ces 2 serveurs-là ont la même adresse IP. Et donc, quand un équipement communique à ce serveur, il va, à travers les métriques, savoir le serveur le plus proche pour pouvoir communiquer avec lui. C'est pourquoi on parle du anycasting, one to the nearest. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu par rapport aux différentes adresses IP. Comment je peux assigner l'adresse IP? Je peux le faire manuellement, statique. Je peux fixer les 64 bits uniquement et je laisse le soin au PC de faire le reste. Je peux utiliser DHCP. Je peux aussi demander au PC, sans pour autant qu'il y ait un serveur DHCP, de calculer lui-même son adresse IP. Donc, on va creuser pour la prochaine fois, pour le samedi prochain, sur cette partie-là qui concerne l'adresse IP pour une meilleure précision. Donc, je vais ouvrir la fenêtre 5 minutes de questions. Si vous avez une question précise ou bien vous avez une thématique que vous proposez, vous pouvez soit le mettre dans la conversation, soit vous activez votre micro et vous dites ce que vous pensez. J'en profite aussi pour vous demander si vous avez des suggestions à donner pour une meilleure qualité de ce service offert. Donc, à vous la parole, cher auditeur. Allô, oui. Oui, bonjour tout le monde, c'est Pape Sahernian. Oui, Pape Saher, comment ça va? Oui, ça va bien. Bon, donc bonjour tout le monde, bonjour chers participants. Moi, en fait, j'avais juste une recommandation à donner. Donc, je recommande aux gens, voilà, par exemple, aux participants qui veulent développer des compétences, surtout tout ce qui est réseau et certification. Je vous conseille vivement d'aller voir le centre, le 3C.
Donc, c'est un conseil que je donne aux différents participants pour ceux qui veulent développer vraiment des compétences. Donc, ils peuvent aller là-bas au niveau du centre pour se certifier. Parce que là-bas, il y a une bonne formation, voilà, et de bons formateurs. Donc, merci. Merci donc, bien, merci à tout le monde. Pape pour cette recommandation. Alors, ok, merci. Alors, les autres? Qui a une question, suggestion, recommandation? Monsieur? Oui, Tcherno? Oui, je voudrais savoir si, d'après ce qu'on vient de voir sur le site net, sur les masques de sous-réseau, oui. Si on peut dire qu'on peut utiliser le CIDR quand on a une demande en termes de réseau, et utiliser le VLS si on a une demande en termes de machines. Exactement, c'est bien ça. C'est exactement ça. Okay. Donc, on raisonne en termes en VLSM, généralement si la demande est le nombre DOT. Je vais vous challenger. Hein? Okay. Je vais vous challenger. Je vais vous donner un exemple à résoudre à la maison et vous allez nous poster la réponse sur notre page Facebook ou notre page LinkedIn. D'accord? Si je te dis, il y a une organisation qui a besoin de créer, allez-y une seconde, je veux créer, tu peux répéter ça en écrit sur le chat, je veux créer 10 réseaux où chaque réseau aura 20 adresses IP. C'est bon? Je veux 10 réseaux où chaque réseau aura 20 adresses IP. Quel sera le masque de sous-réseau que j'utiliserai? D'accord? Je répète ma question. Quel sera le masque de sous-réseau pour avoir 10 réseaux où chacun, je l'écris, a 20 IP? Donc, si vous trouvez la réponse, veuillez vraiment le mettre sur notre page Facebook. Je vous laisse ça. Peut-être, Tcherno, ça va être une façon de cogiter un peu. D'accord? Donc, une autre personne, on prend un dernier intervenant avant de clore la session. Un tout dernier. Que pensez-vous, par exemple, de la manière de faire la classe? Est-ce que j'ai été rapide? Est-ce que j'ai été avec un bon rythme? Ou bien j'étais trop lent dans les explications? Est-ce que c'était terre à terre et c'était très compliqué? Tout ça, c'est important pour nous, pour qu'on puisse ajuster un peu le tir, pour que ça soit vraiment avec le maximum de qualité possible. Monsieur? Oui. Je pense qu'en termes de vitesse, vous étiez un peu, comment dire, rapide, parce que j'ai vu quelqu'un écrire, monsieur, vous allez trop vite, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. Mais en termes d'explication et tout, je pense que c'est vraiment clair et vous répondez aux questions et revenez si nécessaire. Donc, c'est un bon point. Excellent, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, de toutes les manières, la session a été enregistrée, les gars. Et donc, normalement, on va vous... Bonjour, monsieur. Envoyer la version enregistrée. Je ne sais pas, Audrey, est-ce qu'on avait... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est oui, Modou on Diop. s'entend? C'est Modou Diop. Vraiment, c'est très important. On vous écoute, Modou. Oui, votre présentation, vous avez bien présenté les choses. Vraiment, c'est très important. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir les enregistrements? Oui, il n'y a pas de souci. On va poster les enregistrements sur notre page Facebook et notre page LinkedIn. Et sur Instagram aussi. Donc, vous aurez certainement ça sera fait normalement lundi. Vous aurez le lien de l'enregistrement. Je ne suis pas très sûr si le live était assuré, Audrey pourra répondre à cette question. Mais si le live était broadcasté sur notre page Facebook, cela veut dire que vous allez retrouver directement le live là-bas. Sinon, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Attends. On n'a pas vu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre l'enregistrement et on va vous le proposer normalement d'ici lundi, Inch'Allah. Merci. Donc, les gars, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, on se donne comme rendez-vous la
le samedi prochain, on va aborder avec tous les détails qu'il faut l'adressage V6. Donc, merci encore une fois pour votre temps et votre attention. Ok, merci beaucoup. Au revoir.